Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne consacrée à des discussions filmées sur des thèmes variés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en présence de Christian, le papa d'un ami à moi qui s'intéresse depuis longtemps à la santé, tant dans sa vie professionnelle que privée. Au travers de mes questions, il va donc aborder le lien étroit entre la santé mentale et physique, la notion de bien-être et de bonheur, la génétique ou encore le système de santé français, sans oublier la complexité de l'instant présent. Je vous souhaite un excellent visionnage. Bonjour Christian. Bonjour Flo, comment vas-tu? Très bien, toi? Très bien, très bien. Tout d'abord, merci de m'accorder un petit peu de temps pour discuter d'un thème qui, je crois, prend de plus en plus de place dans la société. En tout cas, chez moi, ça en prend une grande. Tout à fait, donc on parle de la santé mentale. Alors c'est vrai qu'on a eu l'occasion dans le passé d'avoir quelques discussions autour de ce thème, et j'ai toujours trouvé ton avis pertinent sur le sujet. Donc C'est gentil. c'est la raison pour laquelle je tenais à faire ce petit podcast pour, on va dire, immortaliser ces quelques instants autour de quelques questions que j'ai listées et qui m'interpellent. Donc, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter de la façon dont tu le souhaites et nous expliquer ce qui t'a amené à t'intéresser au domaine de la santé et plus particulièrement la santé mentale? Alors, ça peut être très long et très court. Moi, si je repars depuis mon passé, vu mon âge, ça peut être très long. En fait, en gros, j'ai été médecin avec vocation médecin généraliste et j'ai très vite quitté la médecine générale parce que antibiotiques, antidépresseurs, etc., j'avais l'impression qu'on ne touchait pas le fond. Je ne rentre pas dans les détails sur ce qui a fait vraiment exploser le fait que non, la médecine générale, ce n'était pas pour moi. Donc je me suis orienté par hasard vers la santé publique et en fin de compte, je me suis aperçu que c'était mon domaine, puisque avant de vouloir faire médecine, j'avais passé le CREPS pour être médecin sport, prof de gym. Et donc, du coup, la santé publique m'a découverte par hasard, m'a bien convenu. C'est-à-dire que je suis rentré à la Sécu, mais ensuite, il y a tout un domaine de DU qui ont rapport avec ces problèmes de santé et qui m'ont tout à fait passionné. Voilà pourquoi je suis rentré dans ce domaine-là. Et petit à petit, de fil en aiguille, comme tout, hein, donc toute chose, on découvre des domaines complètement ignorés au départ. En ce qui me concerne, il y a la partie, j'allais dire un peu de manière pompeuse universitaire, c'est-à-dire les DU de santé publique, des DU de tabacologie et autres. Et puis de l'autre côté, ce qui a été beaucoup plus riche pour moi, et c'est un paradoxe peut-être, c'est l'aïkido, c'est le yoga, c'est le qigong, c'est un peu le jujitsu, c'est ces techniques corporelle, mais corporelle et mentale à la fois. Ce bien-être, alors bien sûr l'activité physique, puisque prof de gym au départ, enfin voulant être prof de gym au départ. Donc cette notion, cette corrélation, très vite ressentie et perçue comme étant quelque chose d'étroitement lié. Et aujourd'hui, je suis totalement persuadé qu'il n'y a pas le mental d'un côté et le corps de l'autre. Alors c'est justement l'objet de ma première question, donc ça permet de rentrer vraiment dans le cœur du sujet. Alors Hippocrate, qui était un médecin de la Grèce antique, disait l'homme doit harmoniser l'esprit et le corps. Et ensuite Juvénal, donc, qui était un poète romain, ajoutait un esprit sain dans un corps sain. Donc ça, c'est une phrase que tout le monde connaît, qui a traversé les époques, les siècles et qui aujourd'hui demeure. Doit-on comprendre donc que l'un ne va pas sans l'autre? Oui. Alors aujourd'hui, il y a un nouveau regard qui date des années 90 et des années 80, et puis avec de nombreuses études en psychologie. Là maintenant, c'est des études en neurologie, c'est-à-dire qu'on a l'imagerie qui montre qu'en fin de compte, on ne peut pas séparer l'un sans l'autre. Il y a une grande école en neurologie, neurosciences, qui s'est focalisée sur le fait que les cellules sont toutes interconnectées. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, 100 milliards de neurones. Ça, c'est la pensée et le mental. Troisième point, il y a des neurones dans le cœur. Quatrième point, il y a des neurones dans le bide, dans la pensée. La pense. Donc ça veut dire que les neurones, la pensée, n'existent pas uniquement dans le cerveau. Et la séparation qu'il y a eu pendant des siècles, et en particulier dans le système judéo-chrétien, où on martyrisait le corps pour pouvoir avoir une explosion de la pensée, ou en tout cas pour pouvoir magnifier la pensée. Donc ça, c'est quelque chose qui finalement n'est pas reconnu par les neurosciences aujourd'hui, et puis même par soi-même. Et que ce qu'on disait tout à l'heure, si je me colle le doigt de pied, je vais être dans mon doigt de pied, je ne vais pas être dans ma pensée. Donc l'idée, c'est que le corps et la pensée ne sont pas séparés physiologiquement, et puis aussi en manière de perception. Donc d'où Hippocrate, effectivement, qui est donc celui qui donne
le serment qu'on dit lorsqu'on est médecin. Et donc d'où cette notion de corps-esprit. Mais le corps, esprit, saint, évidemment, ce n'est pas séparé, quoi. Donc du coup, tu ne peux pas faire l'un sans l'autre, quoi. Tout à fait. Aujourd'hui, entraîner son corps, ça parle à tout le monde. À travers le sport, qu'il soit collectif ou individuel, à travers la musculation, à travers la marche, etc. En revanche, j'ai l'impression qu'entraîner son esprit peut paraître ou peut sembler plus abstrait. Est-ce qu'il existe une méthode universelle que chaque personne pourrait appliquer pour entraîner son esprit, pour le cultiver? Alors, je reviens sur cette notion, il n'y a pas de séparation. Ça veut dire que quand tu travailles sur le corps, tu travailles sur la pensée et sur l'esprit. Mais quand tu travailles sur l'esprit, tu travailles aussi sur le corps. L'engouement actuellement au niveau du corps peut avoir des effets très positifs, mais également des effets très délétères au niveau de la pensée. Souvent, le corps est utilisé comme une sorte d'exutoire. Les gens qui ne sont pas bien peuvent courir de plus en plus jusqu'à 100 km, 170 km, mais les gens qui sont bien aussi. Hein, donc il y a une recherche d'absolu là derrière. Donc on est bien toujours dans cette intrication de l'un et de l'autre. Est-ce qu'elle est technique pour cultiver le mental? La réponse est, pour moi, il n'y a pas de bien-être mental sans travail sur le corps et inversement. Corps et esprit, on revient sur ce que tu disais au départ. Donc du coup, il y a des grands penseurs qui arrivent à se dire finalement le corps n'existe pas, mais ce qui est quand même intéressant, c'est que tous les grands influenceurs de notre siècle, je parle du Christ, je parle de Bouddha, je parle de Socrate, je parle de même Gandhi, donc toutes ces grandes personnes qui ont une influence sur ce que nous pensons aujourd'hui sont des grands marcheurs. Le plus grand marcheur, je crois que c'est Bouddha qui a dû faire je ne sais pas combien de kilomètres, et le Christ aussi, et Socrate aussi dans Athènes, il tournait sans arrêt. Donc on voit bien que le corps, là, il y avait quelque chose, même si ce n'est pas dit. Écoutez les gars, il faut marcher pour que vous soyez détendus. Mais en réalité, il y avait bien cette intrication. C'est assez observable, le fait de marcher et d'avoir naturellement des idées qui apparaissent. Absolument. Et peut-être une réflexion plus poussée, plus structurée. Quand tu fais, dans les grandes marches que tu as fait, au départ, on est en groupe, on parle beaucoup, puis petit à petit ça se calme, et petit à petit il y a quelque chose d'autre qui vient, qui est plus fondamental. Oui. Et au bout de la journée, tu es crevé physiquement, mais là-haut ça marche bien. Et donc regarde tous ces livres qui ont été écrits, ou ces gens qui ont fait des activités physiques, à travers l'Arctique, l'Afrique, etc., sont des gens qui ont été chercher quelque chose et qui ont trouvé quelque chose aussi à travers ça. Donc je crois que vraiment c'est très difficile de dissocier l'un et l'autre. Donc est-ce qu'il existe une méthode pour que tu te trouves bien mentalement? Je pense que non, c'est vraiment l'un et l'autre. Mais par contre, c'est vrai que tout ça, ça se cultive avec ce que tu trouves dans ton environnement. Et aujourd'hui, on a beaucoup de relations de l'Asie et de l'Occident qui viennent s'interférer ou s'intriguer l'un et l'autre, pour pouvoir avoir des techniques qui peuvent nous aider, qui sont super. Et alors, je veux dire, avec Internet, on a cette capacité à aller rechercher de l'information, à se documenter plus facilement qu'avant aussi. Oui, avec l'avantage et l'inconvénient. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'applis sur la relaxation, la détente, etc. Et ça peut servir quand on est tout seul et quand on n'a pas d'autres moyens. C'est vrai que le contact direct est quand même assez intéressant. Les Asiatiques, eux, c'est simple, il nous faut un maître, un gourou. Il faut un maître, et il faut choisir son maître, et le maître choisit son disciple. Donc là, bien sûr, ce sont des gens qui... c'est Mathieu Ricard, tu connais? Oui. Donc c'est quand même quelqu'un qui était très scientifique, et puis qui est parti au Tibet, et il disait, quand j'y suis allé là-bas, j'ai trouvé 1000 Socrates. Enfin, tu vois, donc là, cette notion, c'est qu'en Asie, tu as un gros travail comme ça sur la pensée, et que c'est quand même très difficile en Occident de trouver des maîtres. Il y a beaucoup de charlatans aussi. Et l'avantage d'Internet, c'est que d'avoir des gens solides, comme je pense à Christophe André, des gens comme ça, mais en même temps, le risque de se perdre, de se diluer complètement. Donc l'intérêt, c'est quand même, si on peut arriver à trouver des personnes qui ont creusé un chemin, essayer d'aller le voir. Moi, j'aime bien cette image de l'étoile. C'est-à-dire que tu te centres, mon centre à moi, c'est de trouver, de m'élever et d'élever les autres. C'est ma vision personnelle. Mais donc, comment le faire? Eh bien, comme un peu une étoile, j'ai mon centre. Mon objectif, c'est vraiment de continuer à
de savoir ce que je fais dans cette vie, et si possible d'aider mes enfants et d'aider l'entourage, d'aider les patients, etc. Et à partir de là, d'être ouvert à tout. Allez, je teste un petit stage, tiens, à Tai Chi, oh, c'est super, j'ai appris 2-3 trucs. Yoga, alors moi le yoga, j'ai commencé à 17 ans et j'ai toujours, c'est mon fil rouge, quoi. Donc à travers cette discipline du corps et de l'esprit, c'était quelque chose d'assez génial. Mais après, ne pas rester là-dessus, donc, et j'ai trouvé, il y a eu de super rencontres de personnes qui sont hyper douées et qui ont apporté. Je prends et je donne ensuite ce que j'ai reçu naturellement. Dans une sorte d'échange finalement équilibré. Voilà, alors l'échange, c'est pas ce maître-là, par exemple, je pense à quelqu'un qui m'a enseigné l'aïkido. Donc, c'est pas je vais te rendre à toi l'aïkido ce que tu m'as donné à moi. On va avoir des échanges naturels et humains. Il n'y a pas de calcul, bien sûr. Je vais te prendre et puis après, éventuellement, je te rendrai à l'équivalent. C'est pas comme ça que ça joue. Hein. Voilà, je m'élève dans cette discipline, j'y trouve quelque chose. Après, pour des raisons ou une autre, je vais l'abandonner parce que je ne peux pas la suivre pour 1000 raisons. Mais j'aurais gardé quelque chose qui va m'aider moi-même à un moment donné à me sentir bien pour pouvoir à nouveau aider les autres. C'est un échange qui est universel, si j'ose dire. Hein. Oui. Ce n'est pas de manière pompeuse. Hein. J'essaie de dire... Je trouve d'ailleurs qu'il y a quelque chose qui me paraît assez intéressant, c'est qu'il faudrait perdre l'esprit calculateur. Je te donne un cadeau, tu me donnes un cadeau. Je te donne quelque chose, tu me donnes quelque chose. Ça, c'est un esprit calculateur très occidental. Et donc là, je reçois, hein, j'ai de la rencontre, je reçois et je prends. Mais je ne prends pas comme pour garder, pour m'élever, pour essayer de m'élever. Et puis après, ça diffuse naturellement. Oui. Et puis voilà, et je ne sais pas ce que tu vas donner. On est dans des actions qui nous dépassent. On ne sait pas si tu vas être touché, si quelqu'un va être... Mais l'important, c'est d'être complètement authentique et de laisser diffuser. Oui, c'est une forme d'altruisme non intéressé. Je crois que c'est ça, c'est-à-dire que plus tu es dans l'altruisme, la bienveillance, la compassion, plus les choses deviennent naturelles et tu n'attends rien. Donc du coup, c'est vachement intéressant. Oui. Parce que comme tu n'attends rien, tu n'es pas frustré. Et quand tu n'es pas frustré, tu es plutôt heureux. Donc c'est quelque chose qui devient naturel. Quand on peut l'atteindre, c'est bien. Alors bien sûr, il y a des maîtres qui le font de manière assez incroyable. Mais nous, à notre niveau, je trouve que dans nos civilisations occidentales, on a beaucoup à apprendre de ces échanges. C'était un peu l'objet de ma question. Bon, on y a répondu, tu y as répondu en majorité. Mais tu vois, face à cet engouement concernant la santé mentale, oui. Avec les applications sur la méditation, des séries, etc. Même le burn-out au travail qui est de moins en moins tabou, on peut en parler librement. Ou sur YouTube, il y a bon nombre d'influenceurs qui se lancent un petit peu dans ce commerce de diffusion de bonnes pratiques, etc. Et moi, ma question, c'était comment être certain de s'impliquer dans une démarche authentique et de ne pas se faire avoir finalement par un contenu marketing qui serait alléchant, séduisant, tu vois. On n'est jamais vraiment certain, même sans marketing, même avec un prof qui va être prof de yoga, de qigong ou autre. Après, c'est de la perception, d'une part. Et d'autre part, tu peux très bien aller un bout de chemin jusqu'à ce que petit à petit, en toi, apparaisse une forme de contradiction. Et donc là, au fond de toi-même, parce que finalement, le problème, c'est ce qu'on appelle le dialogue socratique. Tu vas trouver en toi-même ta réponse. Ouais. Socrate ne donnait jamais la réponse, il aidait la personne à trouver sa propre réponse. Et nous, c'est pareil dans notre vie, finalement. Cette évolution fait que c'est en nous, on va se dire, là, ce chemin est bien, mais là, je trouve que ça commence à dévier, ça fait un peu secte. Oui, tout à fait. Ça fait un peu mercantile. Et là, effectivement, le gros problème de l'Occident, c'est que j'ai peut-être un filon, tiens, j'ai peut-être gagné de l'argent à faire ça. Et dès qu'on commence à parler un peu trop d'argent, on est déjà dans quelque chose qui est une dérive quelque part. Et la libération de nous-mêmes, c'est de faire, alors bien sûr qu'il y a le côté alimentaire pour certains, des profs sont obligés de se nourrir, mais quand ça devient quelque chose qui devient un peu louche où on sent que c'est vraiment du mercantilisme, à ce moment-là, à l'intérieur, on sait bien. Là c'est bien, il y a quand même des belles choses dans ce que j'ai appris, mais là, je vais m'arrêter sur ce chemin-là. Je m'intéresse pas mal à l'inné et l'acquis. Ouais. Est-ce qu'on peut prédire ou estimer la santé mentale d'une personne en fonction de son patrimoine génétique ? Alors c'est une bonne question. Déjà, sur le plan génétique, on a des génétiques pathologiques psychiatriques qui existent. Les schizophrènes qui entraînent des schizophrènes. Et donc, tu as des pathologies génétiques, tu as des troubles génétiques. Par exemple, on va prendre le plus simple, la trisomie.
trisomie avec ses problèmes mentaux et physiques, qui va donc se passer de père en fils, éventuellement, si jamais les trisomiques ont des enfants. Donc la génétique en elle-même, bien sûr, va influencer à la fois la morphologie, mais à la fois aussi la psychologie. Donc là, incontestablement. Alors, sur cette notion d'inné et d'acquis, je pourrais prendre un autre exemple qui me concerne, parce que je me suis occupé des dépistages des cancers du sein. Quand tu as Angelina Jolie, donc elle s'est fait enlever les 2 seins, parce que ses parents et ses tantes avaient un cancer du sein. Donc la génétique, les BRC, c'est-à-dire le brin d'un certain chromosome, un petit brin, va entraîner le fait que tu as plus de risques d'avoir un cancer du sein. Ouais. Angelina Jolie avait en plus fumé et shit, etc. Plus alcool dans le côté mondain. Donc on lui propose de faire une mammectomie bilatérale, ce qu'elle a fait et ce qu'elle a d'ailleurs diffusé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si quelqu'un n'a pas de cancer, de cette anomalie génétique, qui fume et qui boit, et qui a une activité, donc d'une hygiène et une diététique déficitaire, il a des risques d'avoir un cancer du sein. Avec le tabac, plus de risques, avec l'alcool, plus de risques, mais avec le tabac surtout. Par contre, alors donc, d'un côté, l'inné, je fume, je bois, etc., je n'ai pas de risque. De l'autre côté, l'acquis, j'ai une génétique et j'ai un risque d'avoir un cancer. C'est clair ? Si tu prends l'inné et l'acquis, j'ai un risque d'avoir un cancer, mais par contre, j'ai une hygiène de vie parfaite, je suis bien dans ma vie, j'ai des projets, je suis bien entouré sur le plan familial, sur le plan social, j'ai aucun souci financier. À ce moment-là, la génétique quasiment ne s'exprime plus. D'accord. Et qu'on a une notion d'exprimer un gène ou de ne pas l'exprimer. Alors, bien entendu, ceux qui ont un gène, une tante, un oncle aussi, parce que ça existe chez les hommes, donc qui ont un cancer du sein, de leur côté, donc ont plus de risques d'avoir ce cancer, et il faudra les surveiller. Mais avec tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire cette hygiène de vie, ce mental, cette recherche, le fait d'être épanoui, d'être heureux dans sa vie, eh bien, l'expression du gène va quasiment être normale par rapport à une population. C'est-à-dire que tu rejoins la population sans risque, et inversement, si tu prends des gènes, une absence de gènes, mais un acquis, c'est-à-dire je fume, je bois, etc., là, tu vas avoir un équivalent entre le risque génétique que tu n'as pas par ton système de santé, d'hygiène. Je ne sais pas si je suis clair. Si. Voilà. Donc ça veut dire qu'on peut laisser s'exprimer des gènes en fonction de ton acquis. Ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire ce qui va, avec ton comportement, influencer ta génétique, qui n'est pas pourtant une génétique acquise. D'accord. Donc ça veut dire que, heureusement, tout n'est pas écrit dans le marbre, mais qu'en fonction de ton comportement, tu peux influencer la génétique. Et bien, c'est la même chose pour la santé mentale. Tu peux avoir un environnement qui t'amène dans un risque déficitaire sur le plan de la relation, c'est-à-dire un environnement social agressif, femmes battues, des viols, des incestes, etc. Donc là, tu es dans quelque chose qui est très néfaste sur le plan de la santé mentale, et tu peux éventuellement surmonter tout ça par un travail sur toi, psychothérapie, également de l'activité physique, une alimentation saine, etc. Et là, tu as beaucoup de personnes qui viennent, et là, on en revient à Cyrulnik, avec cette notion de résilience, c'est-à-dire j'ai eu un drame dans ma vie, ou une vie qui est extrêmement difficile sur le plan de mon enfance, et j'arrive à m'en sortir. Globalement, quand même, une enfance qui est très tourmentée va entraîner un futur qui est très tourmenté. Et paradoxalement, une enfance très gâtée, où tu donnes tout, et tu ne permets pas à l'enfant d'être très frustré, un peu frustré, pas très frustré, mais un peu frustré pour savoir lutter contre le monde, ben, tu as aussi des risques d'avoir une vie psychologique qui est un petit peu perturbée. Très intéressant. Et donc, ça voudrait dire qu'au travers de nos comportements, on a un impact sur l'épigénétique, et donc indirectement ou directement, une influence sur la génétique de nos descendants. Absolument, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, bien sûr, par exemple, un trisomique, tu as beau faire ce que tu veux, c'est inscrit, et c'est inscrit dans la morphologie. Donc, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des gènes qui vont s'exprimer ou non en fonction de ton comportement, et que ton comportement peut entraîner, donc dans le cadre d'une épigénétique,
lui aussi des troubles génétiques qui vont se créer par ton propre dysfonctionnement. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire que... Alors il y avait des rapports comme ça en pourcentage qui disaient en gros, un homme, il a un avenir qui est lié en santé publique, qui est lié à plusieurs facteurs qui sont les facteurs génétiques, les facteurs de comportement, de l'hygiène, etc., des facteurs sociaux. Mais en gros, tu as 40% de notre vie qui dépend de nous et 60% qui est lié à l'environnement, à la société, au côté médical. Je suis entouré d'une bonne couverture médicale. En Afrique, dans certains pays, tu n'as pas de couverture médicale. Et en France, tu avais une très bonne couverture médicale qui peut peut-être bouger, quoi. Donc, on voit bien qu'un ensemble de facteurs vont intervenir qui sont indépendants de toi. Par contre, il te reste 40%. Moi, j'aime bien ce chiffre, parce que 40%, ça veut dire je ne suis pas quand même à l'origine de tout, sinon ça voudrait dire je suis malade, c'est de ma faute, j'aurais dû, etc. Donc, il y a le côté culpabilité qui est absolument enlevé et à proscrire, bien entendu. Mais ça laisse quand même une part très importante de ce que tu peux faire, donc de l'acquis, qui va pouvoir influencer une partie de ta génétique ou faire que ta génétique ne s'exprime pas grâce à ces éléments. Et en santé mentale, bien sûr, de manière très importante aussi. C'est plutôt rassurant, je trouve, d'avoir conscience de ces chiffres. Ah ouais, moi j'aime bien, je trouve ça très bien, j'aime bien ce chiffre de 40%. Ensuite, une question sur la santé mentale en France. N'est-elle pas trop médicalisée, selon toi? Donc alors, oui, on est le pays le plus médicalisé au monde, c'est normal, sécurité sociale, remboursement majeur. Donc, et du coup, tu as des 40-50% de personnes qui sont traitées dans des milieux comme la sécurité sociale, comme des milieux importants sur le plan du groupe. Donc, tu as 40 à 50% de personnes qui sont sous antidépresseurs, sous benzodiazépines ou autres. Donc, bien sûr que c'est trop médicalisé. Et bien sûr que là, on n'appuie pas assez sur la capacité que nous avons à nous sortir nous-mêmes de nos propres problèmes. Comment identifier la frontière entre un trouble, on va dire, assez léger, mais qui aboutit quand même à un mal-être, et un trouble plus profond, plus ancré, qui nécessite un traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique? Ouais. Alors, c'est compliqué comme toutes les frontières, les zones frontières. C'est-à-dire que la première chose, c'est qu'on est dans une société de l'immédiateté, et donc un malaise qui pourrait être bénin pourrait aussi être pris en charge beaucoup trop rapidement par des médicaments, et donc devenir un malaise profond qui va être dépendant de la psychiatrie. Et la deuxième chose, c'est que parfois, il y a des dépressions qu'on appelle endogènes ou des pathologies psychiatriques qui doivent être prises en charge parce que la personne elle-même est complètement perdue et il faut passer par une étape de soutien psychologique ou psychiatrique, tant médicamenteux que verbal. La frontière entre les deux, moi j'avais un prof de psychiatrie qui me disait, c'est entre la normalité et la normalité, plus loin, normalité et la normalité à privatif. Donc il y a un mot, la quantité. C'est-à-dire que par exemple, tu prends qu'on connaît bien aujourd'hui, les cyclotimides, les psychoses maniaco-dépressives. Un coup, tu es super bien, un coup, tu es super bien taché de tout, et puis l'autre coup, tu n'es vraiment pas bien, tu es vraiment déprimé. Et bien il dit, la plupart d'entre nous, on est dans des cycles. Il y a des jours où on se sent super bien, quoi qu'il arrive. Le ciel est bleu, tout va bien. Et puis, une période plus tard, c'est pas ça qui est ça. Et donc, la différence entre les deux, ce serait une notion de quantité. Donc, je suis bien, je vais acheter tout le magasin. Je vais vider mon compte bancaire. Là, on est déjà dans quelque chose qui est un petit peu gênant. Je ne suis pas bien, je vais faire une tentative de suicide. Je vais me sauter un impôt. Enfin, je vais passer à l'acte. Je vais me morfondre au point de ne plus rien faire. Donc là, on est dans de la quantité aussi. Donc quand la personne est, sur le plan psychiatrique, atteint ce niveau de quantité, là, elle a besoin d'un soutien. Et donc là, indéniablement, on a quand même des structures qui peuvent aider. C'est vrai que c'est de plus en plus fragile en France, mais elles peuvent aider. Et c'est vrai aussi qu'on a quand même la chimiothérapie psychiatrique un peu facile. Et que quand vous avez aujourd'hui des médecins qui sont débordés avec une diminution du nombre de médecins et qu'il y a quelqu'un qui vient pour parler d'une dépression, il sera plus facile, mais ce n'est pas le cas tout le temps, faites attention.
donc de lui donner un traitement que d'essayer de l'écouter parce que c'est pas possible, quoi. Il y a 40 clients dans la salle d'attente. Et puis voilà, donc il faut faire très attention effectivement entre cette frontière, entre c'est un état physiologique, et puis cette autre frontière où je ne peux pas faire autrement. La thérapie, c'est dans la frontière, je peux m'en sortir, ben c'est pareil, je m'en sors tout seul. Et il y a ces bases fondamentales, activité physique, nutrition, comportement, avoir des projets, être entouré. Donc évidemment, quelqu'un qui a 50 ans, qui commençait à avoir un peu de bouteille, au sens propre du terme, plus séparé de sa famille, parce que des conséquences de son comportement, donc qui est donc tout seul, qui est dans l'alcoolisme ou d'autres drogues, et qui est pas bien, ben c'est vrai que ça va être difficile pour lui d'avoir tous ces éléments. D'une manière générale, lorsqu'on rentre dans la vie, c'est vrai qu'il y a ces possibilités d'avoir tous ces éléments-là, qui sont des éléments de bon fonctionnement physique et psychologique. Oui. Le velcro, qu'on sépare pas. L'un ne va pas sans l'autre. Voilà. Très bien, merci, très intéressant. Là, si je te donne une baguette magique et que tu as donc pour te donner la possibilité de changer une seule chose dans le système de santé français, ça serait laquelle? Alors là, il faut vraiment une baguette magique. Parce qu'on a un système qui est quand même actuellement en grande difficulté. On a d'un côté un peu à l'américaine, mais nous, on a une couverture sociale totale. On a d'un côté des techniques avec des chimiothérapies, avec des ampoules qui coûtent 2 000 à 3 000 euros. Et de l'autre côté, tu veux se faire soigner un rhume, tu ne trouves plus de médecin, tu n'as pas de gynéco, c'est le cas des Rausser, de rhumato, etc. Donc, un coup de baguette magique, ça, c'est un travail de fond. Hein. La chose que je dirais quand même, et ça, on sent que le système de santé s'ouvre à ça. Donc, c'est la prévention. Derrière la prévention, ça veut dire aussi l'acceptation de physiologie, d'actes de physiologie, justement, comme des activités aujourd'hui, activités physiques, quelles qu'elles soient, que ce soit la marche, que ce soit donc d'autres, la marche nordique, que ce soit des éléments un peu plus asiatiques comme le qigong, l'aïkido ou d'autres. Et donc, l'acceptation de ces éléments comme aide à la bonne santé, et pas uniquement pour lutter contre une pathologie, comme aide à la bonne santé, avec cette frontière dont tu parlais. Oui. Ce qui amène à la pathologie, en fait. Si tu laisses effectivement traîner et chroniciser, ça va amener à la pathologie. Et donc, l'autre aspect, c'est donc le côté, alors, nutrition, et peut-être aussi la phytothérapie, c'est-à-dire que ces éléments qui, en Chine, sont encore bien utilisés, mais qui peuvent permettre, avec des éléments annexes, d'arriver à te sentir bien avec quelques éléments qui n'ont rien à voir avec une pharmacopée qui est une chimiothérapie qui est parfois un peu agressive. Ou alors qui doit être bien dosée, bien adaptée à la personne. Donc voilà, alors la goutte baguette magique, c'est le côté plutôt physiologique, prévention et ouverture à d'autres éléments pour permettre de ne pas faire la bascule entre cette physiologie un peu abîmée, dysfonctionnelle, et cette pathologie. Sachant que de toute façon, des pathologies, il y en aura toujours, génétiques ou autres, et que là, il faudra toujours de toute façon des soins tels qu'ils sont donnés et bien prodigués actuellement. C'est très clair. J'aimerais avoir ton avis sur la contradiction entre la notion de bien-être mental, donc notamment via un certain équilibre, ne pas aller dans les excès, et la notion de performance, notamment dans le sport de haut niveau, et même en entreprise. Donc en fait, récemment, j'ai écouté une personne parler dans un podcast sur Spotify, Nicolas Stroronsky, qui est le cofondateur de Revolut, qui est une banque digitale en pleine croissance, qui séduit énormément d'utilisateurs, et qui disait, parce que j'ai noté, ça m'a interpellé, la majorité des gens croient qu'une vie équilibrée permet d'être heureux et d'atteindre ses objectifs. En réalité, je pense qu'une vie déséquilibrée permet encore plus d'atteindre ses objectifs. Plus vous êtes déséquilibré, plus vous êtes concentré sur vos objectifs, en sacrifiant tout le reste, et plus vous avez des chances de les concrétiser. Et vous savez, il y a de fortes chances que cela vous apporte aussi du bonheur. Ouais. Et donc je pense à tous ces entrepreneurs à succès qui ont quand même une capacité à attirer des excellents profils pour les rejoindre à travailler à leur côté sur des projets complexes, qui ont ce type d'attitude avec cette philosophie en fin de compte, qui consiste à dire voilà, il faut beaucoup travailler sans concession.
Qu'est-ce que tu en penses? Alors là, tu abordes des sujets qui sont d'une grande profondeur et d'une grande actualité. D'abord, ce que j'en pense, c'est... je suis en train de lire ça, là. Je l'ai amené ici parce que quand tu m'en as parlé, c'est Plaidoyer pour le bonheur de Mathieu Ricard. Donc lui, ce qu'il dit, c'est définissons d'abord le bonheur. Et ça me rappelle quelqu'un qui me disait, moi, vous savez, le bonheur au quotidien ne m'intéresse pas du tout. Moi, ce que je veux, c'est la défonce, me sentir et m'éclater. Et alors après, mais d'accord, mais après, comment tu te sens? Moi, je ne me sens pas bien du tout. Hein. Ah, tu te sens pas bien? Et donc après, du coup, j'en reprends. Alors, je suis d'autant mieux. Et je dis, mais attends, ça fait longtemps que tu joues comme ça avec des drogues? Ah bah oui, ça fait pas mal de temps. Et tu prends toujours la même dose et tu es toujours dans le même état? Ah non, pas du tout, parce que maintenant, il faut que j'en prenne un peu plus. Donc la notion de déséquilibre, est-ce que c'est une notion de bonheur ou non? Tiens, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, la définition du bonheur, je la trouve assez bonne. Hein. Les Chinois disent, la santé, c'est quelque chose qui ne s'entend pas. Et dès que ça commence à crier, elle n'est pas bien, on l'entend. Et c'est assez difficile de définir le bonheur, parce qu'on est là entre plaisir et bonheur, entre excitation et bonheur. Donc où est-ce qu'elle est la vraie différence? Alors, je ne sais pas si je vais le retrouver, parce que... une forme de juste milieu, peut-être? Alors oui, alors là, c'est du Bouddha, c'est entre l'ascétisme et puis l'abondance, c'est d'avoir la corde qui est juste tirée comme il faut. Si tu la tires un peu trop, elle casse. Si tu la tires pas assez, ça donne aucun son. Celui qui connaît la paix intérieure n'est pas plus brisé par l'échec qu'il n'est grisé par le succès. Donc en fin de compte, c'est une forme le bonheur, c'est effectivement, ça sous-entend un acquis de plénitude sous-jacent à chaque instant de l'existence et qui perdure à travers les inévitables aléas la jalonnant. Ça veut dire quelque part que là, le fondateur de tout ce que tu as dit, je suis incapable de répéter, donc ce fondateur-là, il te dit, mais finalement, grisez-vous, donnez-vous, mais là, vous allez voir, vous allez sortir de vous-même quelque chose de magnifique, au lieu de rester dans une forme de plan-plan. Et ça, c'est un petit peu aussi ce qu'on voit dans les classes de mon époque, où on disait, tu avais le chef de bande, là, qui fumait, qui buvait, qui était le super... Et puis le fort en thème, là, le petit, asthmatique un petit peu, blanc, et puis qui était le nul de la classe. On oppose comme ça de modes de vie, mais le vrai bonheur, pour moi, n'est pas quelque chose qui te tiraille, un peu comme un fer qu'on fait d'un côté et de l'autre. Être heureux, ça ne veut pas dire t'exciter ou te monter dans les hauts de gamme, Et moi, je bois très peu. Et dans certains arrosages, là, tu en reprendras bien une, machin, etc. Tu es un peu rabat-joie. Eh ben, tu observes et tu vois à la fin ce que devient celui qui en a bu un peu trop. Franchement, c'est pas du bonheur. Bien sûr qu'après, il a dit on s'est éclaté la nuit. Mais ça n'empêche, lorsque tu arrives à avoir une forme de bien-être intérieur, tu ne te sens pas obligé de passer par des états artificiels pour te sentir bien. Quoi de mieux, on en parlait tout à l'heure, quoi de mieux que de se lever le matin en pleine forme, sans réveil, sans rien, de ressentir une plénitude intérieure et d'avoir du plaisir jusqu'au bout de la vie à tout ce que tu fais. Ça, pour moi, c'est une forme de bonheur. Ce qui est manifestement compliqué après avoir bu quelques verres la veille. Oui, la veille le jour. Oui, c'est ça. Donc voilà, tu vois, il y a une notion de définition de qu'est-ce que c'est que le bonheur. Et moi, je pense vraiment que le bonheur ou la stabilité ou la sérénité ne veut pas dire l'ennui, le côté fadasse des choses. Au contraire, je me passionne toujours pour les choses. J'ai envie de donner, j'ai envie de recevoir, j'ai envie de vivre pleinement, mais je n'ai pas besoin pour ça d'artifice ou de me foutre la pression de ne pas dormir pendant 3 nuits pour obtenir un plan, puis de dire après, on l'a obtenu, c'était génial. C'est vrai que c'est une forme de bonheur. Comme le marathonien qui s'est exercé et puis qui arrive dans les premiers. Oh, je m'éclate, c'est un bonheur. Là, on ne peut pas dire, en même temps, c'est un peu physiologique. Tu peux dans ta vie avoir ça. Il y a quelqu'un qui disait, le sage qui vit sans folie n'est pas si sage qu'on croit. C'est vrai que de temps en temps, il faut avoir ce genre d'éléments. Mais que tu en fasses ta règle de vie,
ah, je trouve que c'est quand même un petit peu dangereux et que ça va vers le faire que tu fais comme ça, tu casses à un moment donné. Moi, j'en ai vu dans ma vie, autour de moi, des gens parfaitement passionnés et puis qui tout d'un coup, tac, tombent, oh, j'en ai marre, je vais tout abandonner, après d'avoir bien essuyé, plongé le citron jusqu'au bout, complètement lassé. En tout cas, en ce qui me concerne, et je ne suis certainement pas quelqu'un qui puisse donner des leçons, mais en ce qui me concerne, je trouve que la recherche d'une forme de sérénité dans une activité, alors tu connais peut-être la philosophie du taoïsme, hein, donc le taoïsme c'est le non-agir. Un peu, moi je compare ça à un lion qui reste comme ça, on a l'impression qu'il dort toute la journée, mais quand la proie arrive, bof, il fonce, il est immédiatement efficace. 200 km/h, peut-être pas tant, mais 100 km/h, en tout cas, puis il te prend ta gazelle là d'un coup, quoi. Donc, en fin de compte, notre vie n'est pas obligatoirement quelque chose qui est toujours dans l'excitation, mais il y a des moments comme ça où tu es toi-même et tu observes et tu regardes ce que te donne la vie et en fonction des éléments, tu vas pouvoir foncer à des moments, mais pas tout le temps, quoi, pas rechercher l'excitation et tout le temps, quoi. De ce que j'ai pu observer, j'ai l'impression que le mal-être est principalement dû soit au poids des événements passés, donc à cause de troubles, d'événements douloureux, soit à cause de l'anticipation de l'avenir, qui va générer du stress, de l'incertitude, et donc un mal-être. Finalement, comment mieux vivre dans le moment présent, dans une société où on est pris par les écrans, par le travail, par les soucis à droite, à gauche, la famille, les amis. Encore une très très bonne question, hein, parce que là tu abordes le problème de notre vie et du sens de la vie et du présent. Moi pendant des années, je me disais, donc, qu'est-ce que le passé est lourd à tirer. Puis après je me suis dit, quand même finalement en montant une famille, le futur c'est quand même quelque chose d'important pour mes enfants, etc. Et puis après, au fur et à mesure, en particulier de ces influences asiatiques, tu te dis, mais il faut vivre au présent. Puis à un moment donné, tu te dis, mais attends, le présent ça existe? Ça n'existe pas. Parce que là, ce qu'on vient de dire, c'est déjà passé. Voilà. Et puis, par contre, comme tu l'abordes là, je trouve ça plutôt intéressant, c'est-à-dire que c'est une tridimension. En fait, on n'est pas dans un système linéaire. Je dirais presque qu'on a un système, tu sais, comme l'ADN. C'est-à-dire que les choses comme ça se reproduisent, et plus tu évites de faire quelque chose, plus à un moment donné, ça va se reproduire, comme si la vie voulait te forger ou t'aider à comprendre quelque chose. En tout cas, la vie t'aide à comprendre des choses, si tu veux bien écouter, si tu veux bien t'adapter et créer l'opportunité. Donc pour moi, qu'est-ce que c'est que le passé? Le passé existe, parce qu'il est en toi et puis que c'est des chaînes. Mais en même temps, ces chaînes-là, il ne faut pas qu'elles te bloquent, parce que sinon ta vie n'est plus une vie. Je donne un exemple. Un monsieur, un exemple réel, hein, un monsieur qui était gérant d'une station-service se fait braquer par des bandits. Et ces brigands tuent son associé devant lui, mettent le pistolet sur sa tempe, et donc lui, il a vu la mort, quoi. Et puis l'associé, en tombant, a déclenché l'alarme, la police arrive, et les brigands se barrent. Donc lui, il est resté comme ça, avec son associé mort et lui là. Donc là, c'est devenu chez lui un ancrage terrible. Sur le plan neurophysiologique, je reviendrai là-dessus. Donc c'est un ancrage terrible. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a plus rien faire. Pour lui, il a revécu sans arrêt ce problème. Il a divorcé, il a quitté son boulot, il est devenu SDF. Voilà. Et à un moment donné, il a rencontré, il a été pris en charge, il a rencontré des psychiatres, et il a pu faire une thérapie comportementale. Ça consistait en ceci. Déjà, quand il venait, on lui mettait des antidépresseurs en masse. C'est-à-dire qu'il calmait ce truc qui est daté depuis 10 ans. Hein. Deuxième temps, on lui demandait d'écrire son histoire. Donc il était calme, de manière chimique. Il était calme. Il écrit son histoire. On le laisse, plus d'antidépresseurs, plus rien, il repart chez lui. Il revient la semaine suivante, antidépresseurs, on écrit l'histoire. Cette fois-ci, on peaufine, on laisse passer. Il revient en plus une semaine après, l'antidépresseur à moindre dose, il se sent un peu plus détendu, et il écrit son histoire, il la lit. 4e semaine, il la lit, il la sait, et on lui demande de la raconter la 5e semaine comme quelqu'un qui est étranger à lui-même, qui est là à la porte et qui se regarde. Et tout d'un coup, il commence à avoir la notion que ce passé est du passé. Il se raconte son histoire. Et son histoire, elle vient se mettre au fond de lui-même, comme elle aurait dû le faire.
douloureuse, elle sera toujours douloureuse, mais elle ne va pas inhiber son présent. Le passé peut inhiber le présent. Qu'est-ce qui se passe sur le plan neurophysiologique? Ça, j'ai bien en parler, cette neurophysiologie. Donc, sur le plan neurophysiologique, il y a deux organes qui s'appellent les amygdales cérébrales. Ces amygdales cérébrales, ça correspond à peu près aux amygdales qu'on a là. Elles sont là. C'est assez intéressant d'avoir ce jumelage, si j'ose dire. C'est le centre de la peur. Lorsque les amygdales gonflent, derrière l'hippocampe, qui ressemble à un hippocampe, en gros, si tu fais comme ça et comme ça, l'hippocampe c'est ça, et tu mets ça comme ça se trouve là, à l'intérieur. D'accord? Donc, l'hippocampe ne peut plus bouger. L'hippocampe, c'est quoi? C'est tout ce qui est de la mémoire, classer la mémoire, tout ce qui fait des projets. C'est-à-dire qu'il a eu tellement peur que derrière, plus de projet, ça passe plus. Sur le plan physique. Deuxième temps, les amygdales sont en rapport avec le préfrontal. Préfrontal, tout ce qui est émotion, relation, affection. Donc, hop, ça passe plus non plus. T'as beau lui dire, mais tu sais, quand même, tu devrais, ça fait longtemps, ben c'est ce que lui a dit sa femme. Elle en a eu marre. Au bout de 5 à 6 ans, elle est partie. C'est ce que lui ont dit son patron. Ils l'ont renvoyé. Donc, mentalement, il ne peut plus. Les centres de la peur ont tout bloqué. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'on a fait dans cette thérapie? C'est qu'on a donné des antidépresseurs. Donc, les amygdales se sont dégonflées. On a parlé à son branchement de la mémoire et ses projets, l'hippocampe. Il a commencé à les écrire pour en prendre une distance et pour faire que si les amygdales n'avaient pas gonflé comme ça, eh bien, il aurait pu classer ce dossier hyper traumatisant, il aurait pu le classer normalement, tranquillement, en lui-même. Donc, du coup, c'est cette notion de passé bloquant, présent bloqué, futur bloqué aussi. Ensuite, il y a la notion du futur. Le futur n'existe pas. Demain, tu vas partir à Luxembourg, donc rien ne dit que finalement tu ne vas pas en promène de voiture et que demain Luxembourg n'existera pas. Donc, enfin, ne sera pas pour toi, ce sera un peu plus tard ou plus tôt, enfin bon, peu importe. Donc le futur n'existe pas. Cependant, le futur est quand même très probable, il est prévisible. Parce qu'il a 90 chances sur 100 que tu arrives au Luxembourg. Donc, du coup, ça veut dire que le futur n'est quand même pas si inexistant que ça. Il existe. Donc nous sommes dans une tridimension dans laquelle le passé va avoir son rôle, le présent, c'est la vie, le vécu complet, y compris de la digestion du passé ou de l'expérience positive du passé, qui vont te permettre d'aborder les aléas de la vie, comme disait Mathieu Ricard, là, et de vivre de manière sereine pour un futur qui est programmé. Et je finis cette vision passé, présent, futur comme la notion de statistique en santé publique. Tu nais dans une famille où ça fume, où ça boit, où ça se tape dessus, il y a 80% de chances que ça aille la même chose, que ça fasse la même chose. C'est quand même lourd. En même temps, rien n'est prévisible et rien n'est prédit. Et là, on rejoint, alors c'est un truc que j'ai trouvé assez intéressant, la physique quantique. Tu sais, où on dit, avant, finalement, le hasard, alors c'était peut-être Einstein, le hasard va déterminer une forme de prévisibilité, quoi. Et donc, tout d'un coup, ce que dit la physique quantique, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas liées au hasard. Il y a comme des éléments qui ne reviennent pas comme ils devraient revenir dans la prédiction. Parce que comme si l'atome en lui-même pouvait décider quelque chose à un moment donné. Ça veut donc dire que nous-mêmes, à tout moment, même si le futur est prévisible, il n'est pas prédéterminé. Nous ne sommes pas prédestinés. En gros, hein, c'est de la philosophie du coup. Là. Mais c'est une philosophie qui rentre avec des éléments concrets qui sont assez sympas, je trouve. En tout cas, ça te donne l'idée de « je peux peser, moi, sur mon présent, donc former mon avenir avec mon passé, ces aspects douloureux du passé qui ont été nécessaires, parce que je rappelle que les deux éléments très inhibiteurs du futur, c'est le fait qu'un enfant soit maltraité, comme les enfants roumains. Deuxièmement, le fait qu'un enfant soit trop bien traité. Il a tellement été, on lui a tout donné, donc du coup la frustration il ne sait pas, donc quand il va en rencontrer à l'âge adulte, il ne va pas se débrouiller comme l'autre. Donc on voit bien qu'à part ça, donc, chacun d'entre nous, on peut intervenir sur un futur, on a cette capacité, parfois avec plus de possibilités de changer notre futur, mais de toute façon ça reste toujours dans notre libre arbitre. Donc tu ne crois pas du tout au destin? C'est pas du tout, c'est-à-dire il y a une prévisibilité, on prévoit.
Alors je te prends un autre exemple. Un barrage qui va céder. Toi, tu es en bas, tu ne sais pas, personne ne te l'a dit, il est évident que tu vas être remporté par la flotte. Donc c'était prévisible. Ouais. Ce n'était pas destiné, mais c'était prévisible. Donc si tu reprends cette image du barrage, tu peux te dire que si je suis né dans un élément comme ça, ben, je vais certainement être remporté, sauf avec cette notion de vision quantique. Je peux toujours avoir une forme d'instinct, quelque chose qui nous dépasse et qui dit « Oh là là, il ne faut pas que je reste sur la trajectoire, il faut que je me tire de là ». Mais tu as 80% qui ne vont pas se tirer de là, quoi. Donc, tu vois. Donc c'est la nuance. C'est une nuance, c'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, il y a des grandes trames qui vont arriver, on voit bien dans le chaos là, qui existe actuellement, mais nous avons toujours la capacité de faire bouger les choses. En tout cas, c'est de notre libre arbitre que de faire évoluer les choses et de faire de ce que nous pouvons avec ce que nous avons au mieux possible. Et de ne pas se laisser envahir par un passé qui nous bloque, par un présent qui est bloquant aussi parce que tout autour de nous nous dit que tout va mal, et puis par un futur qui serait déjà préprogrammé. Ouais. Écoute, je pense qu'on peut s'arrêter là. D'accord, avec plaisir. En tout cas, merci. C'est moi qui te remercie. Ça m'a fait vraiment très plaisir d'avoir cet échange autour de ces questions. Et peut-être qu'on peut avoir une nouvelle discussion un jour prochain sur un thème différent, toujours relatif à la santé, mais il existe tellement de thèmes qui t'intéressent. Oui, c'est tout à fait passionnant. Moi ce que je sais, c'est qu'il y a deux aspects qui me paraissent, moi, fondamentaux. Le premier, en ce qui me concerne, le premier, c'est cette notion de perception, de subjectivité, de se sentir bien à travers le yoga, l'aïkido, etc. Et le deuxième, c'est de continuer à réfléchir sur la réalité de ce que nous découvrons aujourd'hui, en particulier avec un institut qui est extraordinaire en France, qui s'appelle l'Institut du cerveau, et où tous les jours on arrive à faire des recherches comme celle dont on a parlé sur l'hippocampe, mais également sur la créativité et autres, et qui te donnent une dimension affirmée sur ce que tu avais ressenti. Et ça, c'est bien quand tu mets des mots sur ce que tu ressens subjectivement. Bien sûr, c'est beaucoup plus parlant. Voilà, mais merci à toi parce qu'on a pu s'exprimer. C'est la première fois qu'on prend autant de temps pour arriver. C'est vrai. C'est vraiment un plaisir. Dans un contexte un peu plus formalisé avec la caméra, les micros, etc. Mais celle-là, on l'a oublié. C'est ça. Voilà. C'est chouette. Merci beaucoup. Merci à toi, Christian.